Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances sur la littératie. Je suis Karine Gendron, responsable de programme à la direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec et j'aurai le plaisir d'animer cette séance. Cette rencontre nous permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus de deux recherches menées dans le cadre du programme de recherche en littératie issu d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation du Québec, avec lequel le Fonds est fier de s'associer depuis maintenant plus de 20 ans. Depuis la première édition du programme en 2009, 8 appels de propositions ont été lancés à la communauté scientifique, permettant le financement de 82 recherches. Précisons que le ministère de l'Éducation du Québec a financé ces projets à 100. Nous les remercions d'ailleurs nous le remercions pour son engagement dans le soutien de la recherche et puis pour sa reconnaissance de l'importance de ces recherches pour éclairer les décisions, les stratégies, les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens. Il faut savoir que dans les programmes des actions concertées, ce sont les partenaires qui définissent les objectifs et les besoins de recherche du programme. Le fonds de recherche est quant à lui responsable de la gestion du financement, allant de la coordination des comités d'évaluation des dossiers déposés à l'organisation des différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères et de différents milieux. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et des chercheuses. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert des connaissances permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Notre partenaire est ainsi instigateur du programme et a identifié en amont des besoins de connaissances à combler. Dans la foulée du plan d'action pour l'amélioration du français, le programme de recherche en littératie poursuit trois grands objectifs. D'abord, développer des connaissances afin de favoriser le développement, le maintien et le rehaussement des compétences en littératie au Québec. Ensuite, créer et consolider des partenariats entre les chercheurs et les praticiens-praticiennes. Par ailleurs, le programme vise à favoriser l'appropriation et l'application concrète des résultats de recherche dans les milieux scolaires ou communautaires. Vous êtes plusieurs avec nous aujourd'hui pour discuter des deux projets. Vous êtes plus de 80 en fait, et vous provenez de milieux assez diversifiés, ce qui est assez stimulant et qui promet une période d'échange riche. Donc, nous vous encourageons d'ailleurs à penser à des questions à poser pendant la période d'échange. Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe disposera de 30 minutes de parole. Nous les entendrons tour à tour et vous pourrez poser vos questions pendant les 15 minutes qui suivront leur présentation. Ces questions seront à inscrire dans la boîte de discussion. Je suis également accompagnée de Caroline Bégin, responsable du programme de recherche en littératie à la direction des politiques de la prospective, de la veille et de la recherche du ministère de l'Éducation du Québec. Elle a généreusement accepté d'être votre porte-voix, donc d'animer la période d'échange, la période de questions, puisque vous ne pourrez pas poser vos questions de vive voix, vous devrez les inscrire dans la boîte de discussion. Donc, vous constatez que vos caméras, vos micros sont fermés, tout est normal. En fait, c'est pour garder votre confidentialité. Voilà, puisque cette séance sera rediffusée par la suite sur notre chaîne YouTube du Fonds de recherche, donc dans quelques jours. Cela dit, je vous invite vraiment à rester avec nous puisque la période de questions ne sera pas rediffusée quant à elle. Donc, vraiment, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour pouvoir aussi profiter des échanges riches qui vont être, qui ne seront pas rediffusés, autrement dit, sur YouTube. Voilà. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne seront pas visibles à l'ensemble des participants et des participantes. Nous évitons aussi de nommer vos noms pour que tout le monde se sente très libre de poser les questions dont ils ont envie. Par contre, si vous aimeriez être cité, si vous aimeriez qu'on sache que la question provient de vous, simplement l'indiquer. Donc, dire je suis Anaïs Gendron, par exemple, et je voudrais m'adresser à Véronique Parent. Donc, vous pouvez simplement l'indiquer là, dans la boîte.
Je suis également accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est responsable des aspects logistiques, techniques, organisationnels de la rencontre. Donc, elle pourra vous aider avec tout éventuel problème technique. Puis, je la remercie d'ailleurs pour toute cette logistique, pour veiller sur nous ainsi. Nous entendrons, je le précise, les présentations de Véronique Parent et de Karine N. Tremblay. Elles sont accompagnées aussi de membres de leurs équipes. Nous les présenterons tour à tour. Mais voilà, nous avons un programme riche devant nous. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Véronique Parent de l'Université de Sherbrooke à nous présenter son projet de recherche s'intitulant Les effets du contexte de l'enseignement intensif de l'anglais sur les compétences en littératie, la situation des élèves en difficulté d'apprentissage et des élèves allophones à la transition du primaire au secondaire. Donc, alors qu'elle nous partage son écran, je me permets tout de même de la présenter brièvement. Véronique Parent est psychologue et professeure au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. Ses intérêts de recherche portent sur le développement cognitif, incluant les processus d'apprentissage comme la lecture et l'écriture. Elle s'intéresse également à l'évaluation de l'implantation et de l'efficacité d'interventions novatrices, dont des interventions de rééducation cognitive. Elle est également accompagnée de son co-chercheur, Olivier Desouteurs. Donc, je vous remercie à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Merci beaucoup, Madame Gendron, pour la présentation. Alors, comme on vient de le mentionner, je suis accompagnée de Olivier Desutter, mon collègue. Olivier est professeur au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. Il est titulaire de la chaire de recherche sur la littératie et il est également directeur du collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture. Et je souhaiterais aussi souligner l'importante contribution de nos collègues Corinne Haidt et Sonny Lou qui ont vraiment contribué là, à la réalisation de ce projet de recherche. Donc, je débute en vous précisant les objectifs plus particuliers qu'on visait lors de la réalisation de cette recherche qui était en fait de comprendre le développement des compétences en lecture et en écriture, tant en français et en anglais, dans un contexte d'enseignement intensif de l'anglais, ainsi que les effets de ce double apprentissage, tout en portant une attention particulière à deux clientèles, soit les élèves en difficulté d'apprentissage et les élèves allophones. Il faut rappeler que le contexte d'enseignement intensif de l'anglais, c'est un dispositif d'apprentissage qui est mis en application au troisième cycle du primaire et qui vise à augmenter et concentrer l'enseignement de l'anglais langue seconde pour augmenter, si on veut, le niveau de fonctionnalité des élèves en utilisant cette langue. On s'est concentré sur quatre objectifs un petit peu plus spécifiques. Et ce, dans une perspective vraiment de compréhension de ce qui se passe, si on veut, dans ce dispositif. Donc, il s'agissait de déterminer les pratiques et les représentations des élèves en lecture, en écriture, dans les deux langues, ainsi que leur évolution, parce qu'on a, comme je vous le mentionnerai dans quelques minutes, on a suivi les élèves de la sixième année jusqu'à la fin de leur première année au secondaire. On s'est aussi intéressé à leur niveau de performance, toujours en lecture, en écriture dans les deux langues et à leur évolution. On a voulu voir s'il existait aussi des différences tant en termes de pratique de représentation et de performance entre les groupes à l'étude, donc les élèves en difficulté d'apprentissage, les élèves allophones et évidemment les élèves dits réguliers. Et finalement, dans ce contexte, on s'est intéressé aussi aux pratiques des enseignants d'anglais langue seconde. Pour arriver à répondre à ces objectifs, on a donc vu 187 élèves, 91 garçons, 96 filles. Notre échantillon était plus particulièrement constitué de 34 élèves avec des difficultés d'apprentissage, 5 élèves allophones et un élève qui était allophone et avec des difficultés d'apprentissage. Nous avons rencontré les élèves à quatre reprises entre février 2020 et juin 2023, donc au milieu de leur sixième année, à la fin de la sixième année, au début du secondaire 1 et à la fin du secondaire 1. Notre échantillon provenait en fait de trois écoles de milieux socio-économiques diversifiés. Pour évaluer le niveau de performance, on a utilisé des tâches standardisées qui s'appuient sur la littérature scientifique, donc une tâche de fluidité de lecture et une tâche de compréhension de lecture en anglais et en français.
et une tâche d'écriture en anglais et en français. L'écriture ici, c'était vraiment l'écriture de phrases et l'écriture d'un court texte. Donc, c'est ce qui a été considéré. Pour évaluer davantage les pratiques et les représentations, on a procédé à des entretiens semi-structurés avec un sous-échantillon d'élèves, donc 32 élèves qui ont été rencontrés pour une courte entrevue. Et pour cibler davantage les pratiques enseignantes, nous avons eu la chance de rencontrer 9 personnes enseignantes d'anglais langue seconde qui évoluaient dans un contexte euh, d'enseignement intensif de l'anglais. Donc, petite mise en bouche faite, ça m'amène à tenter de vous résumer l'ensemble des résultats qu'on a pu observer à travers là, les recherches au cours des 3 dernières années. Donc, d'abord, ce qu'on a pu dégager, c'est un ensemble de pratiques et de représentations chez les élèves de l'ensemble de l'échantillon en regard de la lecture. Donc, ce qu'on a pu observer à travers le discours des élèves, c'est que ceux-ci sont capables d'identifier en fait les stratégies qu'ils vont utiliser lorsqu'ils vont faire l'activité de lecture. Euh, et ils sont capables de bien les nommer. Donc, celles-ci peuvent être faire un résumé, surligner, s'imaginer, se poser des questions, relire. Ils vont aussi reconnaître l'importance d'utiliser d'autres processus cognitifs pour bien réaliser leur tâche de lecture et ils voient, entre autres, là, l'importance de la concentration. D'un point de vue davantage affectif, ce que les élèves nous rapportent, c'est que en général, ils apprécient l'activité de lecture, même si certains élèves sont capables de reconnaître que c'est quelque chose qu'ils apprécient moins. De façon générale, on voit vraiment un engouement pour l'activité de lecture. Et un des facteurs clés, c'est l'intérêt. L'intérêt qu'ils vont avoir envers, par exemple, le type de production qu'ils vont lire. Par exemple, certains élèves vont adorer les bandes dessinées ou un intérêt envers le thème. Donc, à titre d'exemple, des jeunes qui aiment beaucoup le hockey allaient chercher, par exemple, des lectures qui portaient sur ce thème-là. Un autre élément qui va favoriser, si on veut, l'appréciation, c'est c'est le format du texte. Donc, on pouvait voir là, des élèves qui vont dire, mais moi, je préfère des textes courts, des textes qui ont des tailles de caractère un peu plus grosses. Donc, c'est d'autres éléments qui contribuaient à l'appréciation. Et de façon générale, puis on y reviendra un petit peu plus tard, mais les élèves évoquaient une préférence pour la lecture en français. Les élèves vont aussi lire avec différents objectifs. Ils vont lire pour le plaisir, pour se relaxer, parce que c'est requis parfois par le contexte scolaire et ils vont le faire dans différents contextes, dans différents moments de la journée. Ils vont lire aussi des productions variées et ils vont le faire à fréquence variable. Si on se penche davantage sur l'action d'écriture, donc encore une fois, les jeunes sont capables d'identifier des actions très claires qu'ils vont poser. Par exemple, en regard de la correction de texte, ils vont dire, ben, je dois aller chercher un mot que je ne connais pas dans le dictionnaire. Au niveau de la génération d'idées, donc par exemple, si j'ai un texte à écrire, je vais devoir identifier l'intrigue. Dans une mesure moindre, ils vont aussi parler de planification de texte et ce qu'ils vont souligner, c'est qu'ils vont, à certains égards, s'appuyer sur leur pratique en lecture pour faire de l'écriture, notamment pour trouver des idées, par exemple. Comme pour la lecture, on va noter chez les élèves qui ont une représentation assez positive de l'écriture, même s'ils vont être capables d'identifier certaines activités plus spécifiques qu'ils aiment moins. Pour certains élèves, ça va être la correction de texte. Pour d'autres, ça va être de trouver des idées. Et encore une fois, on va noter une préférence pour le français. Les élèves vont rapporter pratiquer l'écriture pour différentes raisons, encore une fois. Ça peut être pour des raisons personnelles. Par exemple, certains vont noter tenir un journal intime. On va voir aussi les fonctions imaginatives qui vont être associées. Donc, l'idée, c'est de laisser aller libre cours à son imagination. Certains vont dire, ben, j'ai écrit un roman, par exemple. Et il y a aussi, évidemment, les fonctions interactives. Donc, pour communiquer à cet effet-là, on va voir, par exemple, l'écriture d'une lettre ou voire même d'un texto. Bien que ce soit un peu moins fréquent, on a pu relever dans le discours des élèves l'établissement de liens entre les langues, donc ici entre l'anglais et le français. Donc, pour une proportion d'élèves, on va voir que les élèves vont d'emblée noter qu'ils ont plus de facilité pour le français. Ceci parce qu'ils sont plus familiers, parce que pour plusieurs, le français était leur langue maternelle. Pour ces élèves-là, en contrepartie, ils vont voir l'anglais comme plus exigeant. Donc, ils vont nommer des choses comme, ben là, je dois traduire les mots me manquent, je lis moins vite, je dois faire plus d'efforts pour trouver des idées. Donc, ils notent cet écart-là. Et ils vont soulever que pour eux, le principal obstacle à l'écriture, ici particulièrement en anglais, ça va être le manque de vocabulaire.
D'un autre côté, on a un autre groupe d'élèves, moins nombreux par contre, mais qui vont considérer que l'anglais est moins compliqué. Ils vont s'expliquer, bien, les mots sont plus courts, il y a moins de règles à respecter. Et donc, encore une fois, ici en contrepartie, eux vont concevoir le français comme plus complexe, entre autres en raison de l'opacité de la langue, mais aussi du fait qu'il y a de nombreuses règles grammaticales à respecter. Cette préférence qu'on va voir pour la lecture ou l'écriture en anglais, les élèves vont beaucoup l'associer à un certain sentiment de compétence. Ils vont dire, ben moi, je suis bon en anglais, donc j'aime la lecture ou j'aime l'écriture en anglais. Quelques élèves vont vraiment établir des liens un petit peu plus spécifiques en nommant des différences entre les langues, par exemple sur le plan de la prononciation ou de l'organisation des phrases. Et ils vont être capables de nommer qu'ils vont utiliser des stratégies dans une langue ou dans une autre et que cette stratégie-là va être la même. Par exemple, rechercher des mots qui sont inconnus euh, ou faire de la relecture. Donc, c'est ce qui nous permettait là, de dresser un portrait des pratiques et des représentations des élèves. On va revenir dans quelques instants à la Révolution, mais on s'est aussi intéressé donc à leur niveau de performance. Comme je vous disais d'entrée de jeu, on a utilisé des tests standardisés pour mesurer la performance. Donc, ce qu'on voit à l'écran ici, c'est les performances en fluidité de lecture. Donc, être capable de décoder rapidement et correctement des mots en français et en anglais. Donc, on a trois courbes ici qui représentent en rouge les élèves dits réguliers, en vert les élèves en difficulté d'apprentissage et en bleu les élèves allophones. Globalement, ce que nos résultats montrent, c'est que en fluidité de lecture, les performances des élèves vont progresser à travers le temps, ce qui est cohérent avec les modèles développementaux. Donc, plus on avance dans le temps, plus on est capable de lire rapidement et correctement des mots. On a des patrons de performance similaires aussi pour des tâches de compréhension de lecture. Donc, au niveau de la compréhension de lecture en anglais, on voit encore une fois que les performances vont avoir tendance à augmenter dans le temps. Donc, je répète, entre le milieu de la sixième année et la fin du secondaire 1. Au niveau des performances en écriture en français et en anglais, ce qu'on voit là tout en bas de la diapositive, on va voir que les résultats sont stables dans le temps. Le patron est un petit peu différent pour la compréhension de lecture en français. Si on voit qu'il y a une petite tendance à une diminution des résultats entre le milieu de la sixième année et la fin de la sixième année. Mais une analyse un petit peu plus fine de nos résultats nous amène à penser que ce résultat-là est davantage propre au choix de notre mesure de compréhension de lecture qu'au contexte d'enseignement intensif de l'anglais. Ce que les graphiques nous montrent également, je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer la similitude, c'est qu'il y a des différences entre nos groupes à l'étude. Donc, si on compare nos jeunes avec des difficultés d'apprentissage, donc la ligne verte, on va voir que pour ces jeunes-là, les performances sont généralement inférieures. C'est cohérent avec la définition même d'un élève en difficulté d'apprentissage, puisqu'il s'agit d'un élève qui a de la difficulté à suivre le rythme des apprentissages et que ça a généralement un impact donc sur ses performances. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré le fait que ces jeunes-là ont un patron de performance initial plus ferme, leur courbe de développement à travers le temps est similaire à celle des élèves réguliers. Donc, ça nous dit que même si initialement ces élèves-là sont plus faibles, ils vont se développer quand même de la même façon que les élèves réguliers dans ce contexte de dispositif d'apprentissage. Ensuite, pour les élèves allophones, donc on voit la ligne bleue. Ici, il faut quand même mettre en contexte le fait que, comme vous avez pu le constater dès le départ, on avait très peu d'élèves allophones dans notre échantillon malgré les efforts de recrutement. Donc, il faut interpréter ces résultats-là avec nuance. Il faut les présenter de façon davantage descriptive. Mais on voit vraiment une tendance pour ces élèves-là à suivre la courbe des élèves réguliers. Donc, on ne voit pas de différence nette là, à ce moment-ci avec les élèves réguliers malgré le fait que nous avons un petit échantillon. Peut-être quelques ajouts. On s'est aussi intéressé aux résultats en fonction des sexes, donc s'il y avait des différences entre les garçons et les filles dans ce contexte, dans ce dispositif spécifique d'apprentissage. De façon globale, on a vu très peu de différences. Généralement, les garçons et les filles ont des résultats similaires, sauf pour deux mesures qui étaient la fluidité de lecture en anglais et l'expression écrite en français. On a pu établir des liens avec la littérature en lien avec les performances, par exemple, des garçons en français où certaines études vont démontrer que généralement les garçons ont des résultats plus faibles en français et que ceci serait associé à un sentiment de compétence moins élevé.
Mais à ce moment-ci, on aurait besoin de poursuivre là, les recherches pour bien comprendre ces petites nuances-là qui sont vraiment là, qui semblent vraiment plus spécifiques. On s'est aussi intéressé aux différences potentielles en regard du modèle d'enseignement. J'en ai peu parlé, mais l'enseignement intensif de l'anglais va se dispenser dans les écoles de différentes façons. Certaines écoles vont offrir ce qu'on appelle un modèle 5 mois, donc 5 mois d'anglais et 5 mois où on va faire le programme régulier en français. D'autres, on va utiliser un cycle, en fait, une approche par cycle, donc 9 jours, 9 jours. Donc, on avait ces deux types de modèles dans notre étude. Euh, on a, Ce qu'on a pu observer, c'est très peu d'impact du modèle d'enseignement, peut-être un tout petit avantage pour le modèle 5 mois avec début en septembre, mais les résultats là, restent à interpréter avec nuance, considérant la taille de notre échantillon. Mais ce n'est pas étranger non plus aux résultats qu'on a déjà pu observer dans la littérature qui ne montrent pas tant d'impact du choix du modèle d'enseignement. Je poursuis avec l'évolution aussi en regard des pratiques et des représentations dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que généralement, que ce soit les élèves en difficulté d'apprentissage et les élèves allophones, en fait, je me reprends, je parle ici des groupes spécifiques, ils ont généralement des représentations similaires aux élèves réguliers, donc qui correspondent à ce que je vous ai présenté précédemment. Peut-être une toute petite exception qui est importante de souligner, c'est par rapport aux élèves en difficulté d'apprentissage. On a pu relever dans leur discours que vraiment, je l'ai nommé d'emblée là, tout à l'heure, mais pour eux, le sentiment de compétence est très, très important, particulièrement avec l'activité d'écriture. C'est des élèves qui vont avoir été souvent placés en situation de difficulté et ils vont vraiment associer justement leur appréciation et leur performance au fait qu'ils se perçoivent parfois comme moins bons, particulièrement dans les activités de lecture. Donc, ça dressait un portrait de ce qu'on a pu observer davantage du point de vue de l'élève. Donc, je me répète, mais en termes de pratique, de représentation et de performance. Ça nous amène maintenant au volet qui s'intéressait davantage aux pratiques enseignantes et aux enseignants, donc à notre quatrième objectif spécifique. Donc, je rappelle, on a rencontré les enseignants pour des entrevues. Et ce qu'on a pu dégager en fait de leurs propos, c'est que les enseignants d'anglais langue seconde vont utiliser des stratégies d'enseignement qui sont vraiment diversifiées à l'égard de la lecture. Par exemple, ils vont faire la promotion d'habitudes de lecture, donc installer des périodes de lecture quotidiennes, que ce soit en classe, que ce soit à la maison. Ils vont favoriser la lecture interactive, donc lire avec les élèves. Donc, l'enseignant va lire un paragraphe, l'élève va lire un paragraphe, par exemple. Ils vont soutenir aussi leur pratique par l'utilisation de formats de texte qui vont être diversifiés, de longueur variée et qui vont cibler les intérêts des élèves le plus possible. L'enseignement explicite de stratégies en tentant d'établir des liens avec les stratégies qui sont utilisées dans la langue française, c'est aussi des éléments qui vont être utilisés pour favoriser le développement des compétences en lecture. C'est la même chose en écriture. Ils vont parler de pratique, donc de mettre en place des activités quotidiennes, de faire des devoirs en lien avec l'écriture. Ils vont aussi parler d'utilisation de moyens mnémotechniques, donc des images pour se rappeler des processus ou des stratégies. Ils vont parler de réinvestissement, donc de réexpliquer là, de façon récurrente le contenu, les stratégies qui sont associées aux activités d'écriture. Ils vont favoriser la mise en place d'activités d'écriture libre, créative et authentique ou guidées par des thèmes spécifiques. Comme en lecture, ils vont tenter d'établir des liens avec l'écriture en français en mettant en lumière l'utilisation de stratégies similaires. Ils vont aussi utiliser la correction collaborative, donc mettre en lumière les bons coups, les choses qui sont à corriger avec tout le groupe, en incluant donc les élèves et les enseignants. Ils vont aussi souligner que pour développer même des compétences spécifiques comme la lecture ou l'écriture, il faut aussi se pencher sur des stratégies plus générales. Ils vont souligner l'importance de prendre en considération les aspects affectifs. Donc, par exemple, le stress ou l'anxiété des élèves par rapport à leur performance, leur perception aussi face à leurs sentiments de compétence. Ils jugent important de normaliser les erreurs en contexte d'apprentissage mais aussi de favoriser l'utilisation de l'anglais à l'extérieur de la classe. Donc, ils vont proposer des activités en ce sens. Ils soulignent que c'est important de bien cibler les évaluations, de même que les critères
d'évaluation et il juge aussi que le fait de travailler en petits groupes, ça va être très soutenant pour le développement des compétences en général, mais donc également des compétences en lecture et en écriture. On a pu aussi dégager dans leurs propos deux grands thèmes qui touchent en fait d'une part les compétences linguistiques. Donc les enseignants vont nommer l'importance des liens entre les différents volets de la littératie. Donc oui, la lecture, l'écriture et aussi le volet oral. Donc ils vont proposer des activités qui regroupent ces trois volets-là. Ils ont vraiment une conviction quand même assez importante. Je dirais que le fait de développer les compétences dans une langue va favoriser et soutenir le développement des compétences dans l'autre langue également. Et dans ce contexte-là, ils vont, dans leur pratique enseignante, tenter d'établir des connexions stratégiques entre les langues. Donc, par exemple, ils vont utiliser le même type de texte, enseigner de façon explicite les stratégies de lecture, d'écriture, utiliser le français pour l'accompagnement pédagogique. Donc, quand quelque chose est moins bien compris, ils vont peut-être se permettre d'utiliser le français, mais ce, tout en favorisant aussi l'utilisation de l'anglais de façon parallèle. Le thème de la collaboration a aussi pu être dégagé. Donc, dans leurs propos, les enseignants vont noter qu'ils ont une collaboration avec les autres enseignants d'anglais langue seconde qui demeure, selon leur perception, somme toute limitée et qui se caractérise donc surtout par un partage de ressources entre les enseignants d'une même école. Ils vont avoir un constat similaire pour la collaboration avec les enseignants titulaires qui vont donc assurer la formation là, au programme de leurs élèves. Donc, ils vont nommer que leur collaboration va être plutôt rare et qu'elle va être surtout centrée sur les difficultés des élèves qu'ils partagent, si on veut, au niveau de l'enseignement. Donc, on pense ici tant des difficultés de comportement qu'à des difficultés d'apprentissage. Ce qu'ils vont évoquer, c'est que la collaboration est facilitée lorsqu'il y a des projets spéciaux qui peuvent être occasionnels, mais qui vont être, dans ces cas-là, souvent soutenus par le centre de services scolaires ou par des initiatives individuelles. Donc, on avait quelques enseignants qui nous ont fait part d'exemples où eux intégraient du contenu du professeur titulaire ou qui intégraient vraiment des éléments du curriculum de formation en français pour favoriser le transfert linguistique. On s'est intéressé aussi à la perception des enseignants en regard des élèves en difficulté d'apprentissage. Et ce que les enseignants ont soulevé d'emblée, c'est que euh, pour eux, ce qu'ils vont observer, c'est que les difficultés des élèves en difficulté d'apprentissage qui sont observées là, de façon générale dans le curriculum global, donc en français, risquent en fait aussi très fortement d'être observées dans l'apprentissage de l'anglais langue seconde et ils soulèvent vraiment la notion de confiance en leurs compétences. On en a parlé tout à l'heure, mais comme on le disait, ces élèves-là ont souvent été exposés à des difficultés, à des échecs. Ils se perçoivent donc comme étant plus faibles dans ce contexte de difficultés persistantes. Euh, Ils vont aussi nommer un besoin de soutien, au sens où souvent ils vont se sentir quelque peu limités. Si on veut, en fait, manque de, et cette limite-là, elle s'opérationnalise en manque de ressources ou manque de soutien pour se sentir bien outillés pour accompagner ce type d'élèves-là. Donc, c'est quelque chose qui ressortait de leurs propos. Et finalement, ils évoquent aussi des stratégies ou des pratiques qui vont essayer de mettre de l'avant pour soutenir les besoins particuliers de ces élèves-là, donc le soutien affectif dont on a parlé aussi de façon plus générale tout à l'heure. Mais elle souligne aussi l'importance interprofessionnelle, donc avec les titulaires, mais aussi avec d'autres professionnels comme les orthopédagogues. Et il soulève aussi l'importance de maintenir l'utilisation de mesures adaptées dans l'ensemble des apprentissages, comme par exemple les aides visuelles, le fait de morceler les tâches ou l'idée d'utiliser des outils technologiques. Quand on a questionné davantage les enseignants par rapport aux élèves allophones, ce qui est ressorti de leur discours, c'est que les enseignants voyaient chez ces élèves-là des forces nettes
C'est-à-dire que selon leur perception, ces élèves-là avaient une compréhension plus développée des structures linguistiques, ce qui pouvait les soutenir évidemment dans leur performance, mais ce qui pouvait aussi les aider à se mettre moins de barrières, donc à être moins gênés, par exemple, de s'exprimer en français. Euh, Ce qui soulevait aussi, c'est que parfois, ces élèves-là vont avoir aussi été préalablement exposés à l'anglais, donc ce qui fait qu'ils vont arriver à être plus forts, si on veut, en termes de performance en anglais. Mais il relevait aussi que ces élèves-là pouvaient présenter certains défis, que des fois, ils pouvaient avoir certains apprentissages antérieurs qui pouvaient donc interférer, si on veut, avec les apprentissages actuels. On avait entre autres l'exemple d'un jeune dont la langue maternelle était l'arabe, puis que le sens de l'écriture était donc pour lui un défi. Il soulève aussi la présence de défis liés au fait de parler dans plus d'une langue, comme par exemple le manque de vocabulaire, la confusion entre les langues. Et ils vont soulever aussi que pour certaines familles allophones, ils observent qu'il y a parfois moins de ressources qui sont disponibles. Les enseignants, qui, d'ailleurs, je le précise, bien qu'ils nous ont parlé des élèves allophones, nous disaient d'emblée avoir quand même, dans leur expérience d'enseignement, eu moins d'interaction avec ce type de clientèle-là, comparativement, par exemple, aux élèves en difficulté d'apprentissage. Et en regard de leur pratique, ce qu'ils vont soulever, c'est que ils observent un certain manque de connaissances dans les autres langues, ce qui peut faire que c'est plus difficile pour eux de mettre en relief donc les caractéristiques de l'anglais en regard de la langue d'usage de l'élève allophone. Donc, juste avant que j'arrive, si on veut, aux recommandations qui émènent de nos résultats, donc je vous ai fait un portrait là, général de ce qu'on a pu dégager jusqu'à maintenant. Euh, Ce qu'on observe sur le plan, entre autres, des performances des élèves, pour nous, ce n'est pas étranger aux représentations, donc positives, que les élèves se font de la lecture et de l'écriture et de ce qu'ils sont aussi capables d'intellectualiser, si on veut, en regard des stratégies qu'ils vont utiliser. Et ce n'est pas étranger non plus aux pratiques enseignantes qui sont déployées, notamment par leur diversité. Ce qu'il faut soulever, c'est que nos résultats, particulièrement en termes de performance, sont donc assez cohérents avec ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique actuellement. C'est même cohérent là, avec les résultats des études du ministère de l'Éducation qui s'appuyaient sur les résultats aux épreuves ministérielles, puis qui incluaient donc des élèves allophones, des élèves en difficulté d'apprentissage et qui évaluaient le déploiement dans le temps. Donc, on vient corroborer, si on veut, ces résultats-là dans une étude sur un large échantillon de façon indépendante avec des mesures standardisées. Et on porte quand même aussi un regard à une compétence qui avait été peu explorée jusqu'à maintenant, euh, qui est la lecture. Voilà pour la petite synthèse, mais ceci nous a donc amené à réfléchir, puis à évoquer donc à la lumière de de ces résultats-là certaines recommandations ou pistes de solutions qu'on a souhaité mettre de l'avant. Donc, la première, c'est de favoriser la mise à disposition de l'enseignement intensif de l'anglais pour le plus grand nombre d'élèves, ce qui est cohérent avec des recommandations ministérielles qui avaient déjà évoquées. Et ce qui nous amène à mettre de l'avant cette recommandation-là, c'est les bénéfices qu'on observe à la lumière des données scientifiques actuelles. Donc, qui s'appuie donc tant sur les résultats que je viens de vous présenter, qui soutiennent que malgré ce contexte, si on veut, les compétences en lecture, en écriture dans les deux langues suivent un cursus là, de développement. Et ça s'appuie aussi sur les résultats de d'autres recherches qui ont montré que l'enseignement intensif de l'anglais pouvait contribuer à l'enrichissement du répertoire linguistique, à la motivation aussi envers les apprentissages et au développement des compétences métalinguistiques. Et tout ça, ça pourrait là, donc s'inscrire dans quelque chose qui ressemble à ce qui est fait actuellement et qui laisse, si on veut, de la flexibilité au centre de services scolaires pour déployer les modèles et les façons d'implanter ce dispositif-là d'apprentissage qui peuvent tenir compte de leurs contraintes structurelles. Euh, on pense aussi que ça peut être important de soutenir la formation des enseignants à la didactique du plurilinguisme. Et ceci s'appuie sur le fait que bien que je vous ai évoqué que les enseignants
tente d'établir des liens entre les langues, que les élèves voient certains liens entre les langues. Les apprentissages demeurent quand même faits davantage en silo, souvent. Donc, on va voir les apprentissages en français et les apprentissages en anglais. Donc, une formation à la didactique du plurilinguisme, ça pourrait donc contribuer pour les enseignants à mieux comprendre la dynamique et l'interconnexion entre les langues. Ça pourrait favoriser chez les élèves une meilleure mobilisation du répertoire plurilingue et pluriculturel des élèves. Et il y a certaines données aussi qui indiquent que ça pourrait vraiment soutenir la collaboration entre les enseignants, donc, et entre les langues et entre les matières, si je pousse davantage cette idée. La troisième recommandation, c'est favoriser la collaboration entre les enseignants d'anglais langue seconde et les enseignants titulaires. Donc, ça s'appuie vraiment sur les propos des enseignants qui ont noté que c'était peut-être pas si facile d'appliquer ceci, même si c'est déjà une recommandation ministérielle. Il y a d'ailleurs un guide qui a été publié à cet effet-là. Mais ça nous semble important de ramener cet aspect-là et son importance en s'appuyant sur les recommandations ministérielles. Donc, cette collaboration-là pourrait prendre la forme de planification pédagogique en équipe, de dispositifs communs qui visent donc l'anglais et le français, et de thèmes communs et de projets interdisciplinaires. Euh, pour qu'on puisse arriver à établir une certaine collaboration, ça prend évidemment du soutien logistique, donc des plages horaires communes, des périodes de travail communes, des périodes de libération. Et ce que le ministère suggère aussi, c'est de, par exemple, favoriser l'utilisation des technologies pour faciliter cette collaboration-là. Cette collaboration-là peut être soutenue par la contribution de collaborateurs clés qui peuvent donc soutenir la réflexion et la collaboration en regard du curriculum de formation, puis aussi soutenir par l'offre de formation continue et aussi favoriser le réseautage entre les écoles. Ça me semblait aussi important de soulever que la littérature montre des bénéfices à la collaboration. Donc, il y a une étude, entre autres, qui a montré des gains linguistiques chez les élèves lorsque les enseignants faisaient des efforts coordonnés et également des gains en regard de l'établissement de liens linguistiques et conceptuels chez les élèves lorsqu'il y a coplanification et co-enseignement. Euh, À la lumière des performances et des élèves en titre d'apprentissage et des propos des enseignants, ça nous semble aussi important de rappeler que c'est important donc de favoriser, de considérer les éléments qui favorisent l'intégration des élèves avec difficulté d'apprentissage. Donc, ce qui peut favoriser justement leur intégration, c'est la formation pour répondre aux besoins de ces élèves-là auprès des personnes enseignantes, donc tant en formation initiale qu'en formation continue de favoriser la collaboration interpersonnelle, donc enseignants d'anglais langue seconde, titulaires et autres professionnels. D'avoir en tête les pratiques adaptées selon les caractéristiques et les besoins de cette clientèle-là, notamment l'inclusion des outils pédagogiques et de soutenir le tout, encore une fois, par l'utilisation, la mise à contribution, pardon, d'acteurs clés. Et finalement, la cinquième recommandation qu'on établit, c'est favoriser l'accessibilité aux ressources, notamment en anglais langue seconde. J'ai peut-être moins insisté sur cet aspect-là là, lors de la présentation des résultats, mais ça ressortait là, quand même au niveau du discours des élèves, des enseignants. Que parfois il y avait un manque de ressources. Donc, ça peut être tant de l'ordre des livres ou des dictionnaires que des ressources numériques qui deviennent de plus en plus intéressantes, puis pour lesquelles on voit aussi des bénéfices. L'utilisation des ressources technologiques est importante. Ce manque de ressources-là semblait aussi cibler, si on veut, la clientèle d'élèves allophones, mais en fait peut s'appliquer à toute clientèle d'élèves. Nos résultats, le fait aussi de mener cette recherche-là, ça a quand même évoqué là, différentes pistes ou nouvelles questions de recherche. Donc, on voulait quand même prendre le temps de soulever que ça nous semble important, peut-être dans des recherches futures, d'inclure aussi le volet oral de la littératie. Donc, ici, on s'est vraiment concentré sur la lecture et l'écriture. D'étendre la collecte de données potentiellement jusqu'à la fin du deuxième secondaire pour mieux tenir compte aussi des approches cycles de mieux documenter la réalité des élèves allophones. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, le fait qu'on avait peu d'élèves finalement de ce type-là dans notre échantillon limite quand même la portée des conclusions qu'on peut tirer.
Et la question de la collaboration demeure, à notre sens, importante. Donc, l'idée d'une recherche-action qui pourrait soutenir l'établissement de collaboration formelle entre les enseignants titulaires et les enseignants d'anglais langue seconde et d'en évaluer l'impact pourrait aussi être pertinente. En conclusion, les résultats qu'on a soulevés doivent aussi tenir compte quand même des limites de notre recherche. Donc, le fait qu'on a tenu la recherche dans le contexte de la pandémie de COVID-19 a quand même limité le recrutement. Donc, ça a été un petit peu plus difficile qu'anticipé pour nous, donc, de recruter des élèves, donc des enseignants et des écoles, donc, pardon, donc des élèves et des enseignants. On a dû aussi nous ajuster à la réalité de ce contexte-là. Donc, initialement, on devait prendre une mesure au début de la sixième année, mais ça n'a pas été possible d'avoir accès au milieu à ce moment-là. On a aussi dû faire les collectes avec masque et jouer avec des absences. Euh, je l'ai soulevé tout à l'heure, donc nos mesures de compréhension de lecture pouvaient apporter certaines confusions dans l'interprétation des résultats. Donc, ça doit être pris en compte. Et malgré les efforts, on n'a pas pu comparer directement les élèves qui évoluaient dans un contexte d'enseignement intensif à des élèves qui évoluaient dans un cursus dit régulier d'enseignement de l'anglais langue seconde, ce qui nous aurait permis vraiment de mieux contraster les résultats. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais évidemment, on avait un nombre limité d'élèves allophones et on n'a pas pu non plus comparer la perception des enseignants d'anglais langue seconde à celle des enseignants titulaires là, pour avoir une impression plus large de l'ensemble des personnes enseignantes qui sont impliquées dans ce dispositif-là. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et on est disponible pour les questions. Pour la prochaine présentation, nous allons entendre Karine N. Tremblay de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, elle nous présentera un projet, cette fois-ci, de recherche-action intitulé Développer et déployer des pratiques pédagogiques en classe et en bibliothèque visant à rehausser les compétences en littératie d'élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde. Je crois que son titre a peut-être un peu changé, mais elle vous expliquera le tout. Je me permets de la présenter brièvement. Donc, elle est professeure titulaire en adaptation scolaire au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi et elle est chercheuse régulière à l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme. Elle dirige des recherches portant sur le développement des compétences en littératie d'élèves en situation de handicap. Elle s'intéresse également aux pratiques qui soutiennent le développement des fonctions exécutives des élèves en contexte éducatif. Je le souligne, elle est accompagnée de plusieurs membres de son équipe qui ont contribué de différentes manières à cette recherche. Donc, vous allez voir à l'écran Ruth Filion, André C. Moreau, Caroline Moore, Lauriane Garneau-Gaudreau. On vous remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui et je vous cède la place pour les 30 prochaines minutes. Alors, bonjour, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter cette conférence en collaboration avec deux collègues co-chercheurs, donc Ruth Filion, qui est professeure à l'Université du Québec en Outaouais, ainsi que André Moreau, qui est professeur associé à l'Université du Québec en Outaouais et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans un deuxième temps, nos collègues Caroline Moore, qui est enseignante à l'École de l'Envol et aussi co-chercheuse sur le projet, de même que Lauriane Garneau-Gaudreau, assistante à la recherche, doctorante en éducation et orthopédagogue, vont participer avec nous là, à cette deuxième partie. En premier lieu, voici la question de départ qui intéressait le FRQ et le ministère de l'Éducation et pour laquelle on invitait des équipes de chercheurs à soumettre des propositions de projet. Donc, quelles approches ou pratiques pédagogiques sont les plus susceptibles de favoriser le développement des compétences en littératie des élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère? Donc, le plan de la rencontre se divise en 4 principales parties. Ce plan et son contenu respectent en fait les demandes du FRQ pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, en première partie, je vais vous situer brièvement le contexte et vous préciser les objectifs spécifiques à la recherche. Donc, d'abord, notre projet repose sur un partenariat qui a été amorcé en 2016
par l'entremise de l'école de l'Envol, qui est une école spécialisée auprès des élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde de la région de Québec. C'est l'école qui a sollicité notre équipe de chercheurs pour les soutenir dans la bonification de leurs pratiques pédagogiques en littératie. Donc, il faut souligner que les élèves qui présentent une déficience intellectuelle ont de grands défis d'apprentissage qui amènent aussi de grands défis d'enseignement. Leurs besoins de soutien sont complexes et en francophonie, les enseignants n'ont pas accès à des guides pour bien les orienter dans leur enseignement auprès de ces élèves. Donc, nous avons une première communauté de pratique à l'aide d'une subvention du ministère. Donc, on a pu la mettre sur pied pour un premier 2 ans. On a eu la chance d'obtenir la subvention actuelle, ce qui nous a permis d'ajouter 4 ans à la communauté de pratique, de bonifier aussi les objectifs de recherche et surtout d'ajouter une enseignante pivot libérée une journée par semaine et qui avait entre autres comme mandat de donner, de fournir un soutien plus proximal à nos participants. Donc, nous avions 3 objectifs spécifiques. Le premier était de répertorier, concevoir et expérimenter des pratiques pédagogiques susceptibles de contribuer au rehaussement des compétences en littératie des élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne, sévère et profonde. Donc, vous remarquerez qu'on a ajouté à nos objectifs la déficience intellectuelle profonde. Ce n'était pas demandé dans l'appel de proposition initiale du ministère, mais on le fait à la demande expresse du milieu de pratique pour répondre à leurs besoins, ce qui a été reçu très positivement d'ailleurs par le ministère et je dois dire qu'on est très content de l'avoir fait parce qu'on a eu de très belles retombées. Donc, précisons aussi que peut-être que la littératie fait à la fois référence au langage oral ainsi qu'au langage écrit. Par rapport à l'objectif 2, il s'agit de documenter et expliquer la régulation par les enseignantes des pratiques pédagogiques expérimentées auprès de leurs élèves. L'objectif 3, quant à lui, est de décrire les retombées immédiates, documentées ou perçues relatives à la mise en place de pratiques auprès des élèves. Pour répondre à nos objectifs, on a mis sur pied une recherche-action dont le principal levier est une communauté de pratique d'équipes enseignantes. Le terme équipe enseignante est utilisé pour désigner une équipe composée d'une enseignante et d'une éducatrice en éducation spécialisée. On sait que dans les classes spécialisées, les enseignantes et les éducatrices travaillent en étroite collaboration. Maintenant, je vais attirer votre attention sur le cercle. En fait, le cercle illustre la communauté de pratique et le modèle d'accompagnement interdisciplinaire que nous avons mis sur pied pour les équipes enseignantes. Au cœur, on retrouve nos équipes enseignantes, puis l'accompagnement plus proximal de l'enseignante pivot et enfin l'accompagnement d'une équipe de professionnels interdisciplinaires en plus de la direction et des chercheurs. La communauté de pratique a été chapeautée par un comité pédagogique pour bien planifier les communautés de pratique et l'accompagnement à offrir. Pour chaque équipe enseignante, donc en fait, chaque équipe enseignante était associée à un groupe classe composé entre 5 à 10 élèves, sauf pour une enseignante en informatique qui intervenait auprès de tous les groupes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la grande hétérogénéité des élèves entre les groupes, mais aussi à l'intérieur des groupes. Donc, on parle d'élèves âgés de 5 à 21 ans. On parle d'un niveau de déficience qui peut varier de légère à profonde. Ces élèves-là présentent souvent plusieurs troubles associés, notamment l'autisme. Certains élèves sont non-verbaux, d'autres sont verbaux, et même chez ceux qui sont verbaux, ils présentent le plus souvent des difficultés langagières manifestes. Pour atteindre les 3 objectifs de recherche, plusieurs modalités de collecte ont été retenues. Ces outils permettent de recueillir des données qualitatives, comme par exemple les plans de développement professionnel, les traces des rencontres en communauté de pratique ou des entretiens individuels. Donc, si vous souhaitez en connaître davantage là, sur l'aspect méthodologique du projet, il nous fera plaisir là, de donner davantage de précisions lors de la période de questions. La deuxième partie concerne la présentation des résultats, des retombées et des contributions en fonction des 3 objectifs. Pour le premier objectif de la recherche, je vais donner la parole à mon collègue André Moreau pour vous le présenter. Outre certains doutes qui avaient été exprimés par certaines personnes sur la capacité ou la possibilité de développer des compétences en littératie chez certains élèves, et après avoir créé et expérimenté les pratiques, ce qu'on souhaite que vous reteniez aujourd'hui comme principal résultat, c'est de dire qu'il est possible d'intégrer une grande diversité de pratiques et d'activités
visant à développer les compétences en littératie, peu importe le niveau de déficience. C'est le résultat qu'on arrive aujourd'hui. Quand on a documenté les pratiques, cette page-là, ici, vous retrouvez une liste à gauche des pratiques qui ont été expérimentées. La deuxième colonne, c'est les intentions pédagogiques et essentiellement, ces intentions pédagogiques-là revient à dire trois visées d'intervention qui est l'accès à l'écrit, un des groupes d'intervention, puis l'autre, développer l'autonomie du lecteur. L'accès à l'écrit euh, concerne particulièrement les plus jeunes ou les personnes moins autonomes ou ceux qui ont des capacités où ils amorcent leurs compétences en littératie, tant à l'oral qu'à l'écrit. Contrairement à eux, on peut retrouver les stratégies pour développer l'autonomie du lecteur qui visent plus des apprenants qui ont plus d'autonomie, entre autres en langage écrit, et plus de capacité attentionnelle et intellectuelle. Là, on avait une panoplie d'illustrations à vous présenter. Aujourd'hui, on va se limiter à quelques-unes, mais vous allez voir que c'est vraiment limité, mais on veut que vous reteniez certaines choses parmi ça. Parmi les pratiques gagnantes, là, au niveau de l'accès à l'écrit, ce qui nous a étonné, nous-mêmes comme chercheurs, c'est qu'on a mis de l'avant, les équipes ont mis de l'avant toute la perspective d'utiliser le livre de la littérature jeunesse comme outil d'intervention qui leur a permis aussi de réfléchir aussi à comment faire l'adaptation de ces livres-là ou de certains livres selon une multitude de modalités dans un contexte comme dernière stratégie favorisant la lecture interactive de ces élèves-là. Pour illustrer ça, ben, on peut penser à l'utilisation des livres adaptés ou ce qui a été pour nous très révélateur ou vraiment nous a permis de réfléchir beaucoup. Là, on pourrait en faire une présentation sur les histoires multisensorielles. Enfin, au niveau des pratiques pédagogiques en termes d'autonomie de lecteur, à titre d'exemple, on a réfléchi énormément sur les pratiques. Comment augmenter les temps d'apprentissage en littératie? Non pas pour dire que ce qu'on faisait avant n'était pas bon, mais c'est de jumeler les compétences d'autonomie puis d'adaptation aux compétences communicationnelles qui, pour nous, puis l'équipe qui ont travaillé avec ces gens-là, puis le personnel vont peut-être vous l'exprimer plus tard par vos questions, ils vont avoir la chance de le dire, là. C'est des incontournables des compétences en littératie. Et ça, de la façon qu'on le fait, c'est en bonifiant les routines. On a réfléchi et développé des stratégies pour bonifier les routines et également en intégrant une diversité de technologies. À titre d'exemple, bon, les technologies, là, on peut en parler beaucoup, là, mais l'utilisation du iPad ou maximiser l'utilisation du iPad dans les apprentissages en littératie, mais aussi dans d'autres contextes où l'utilisation du téléphone intelligent ou de la robotique. Enfin, la recherche-action nous a permis de documenter des pratiques organisationnelles qui ont permis aux acteurs de créer puis d'expérimenter ces pratiques-là. Puis on a pu les documenter. Et aujourd'hui, ces pratiques-là, on pourrait les résumer en une grande catégorie qui est les pratiques de collaboration. Une des pratiques, on l'a nommé tout à l'heure, là, mais c'est la communauté de pratique, la rendre formelle. Ça, on est revenu là-dessus, puis on pourrait faire juste une présentation là-dessus. Également, on pourrait parler du plan de développement professionnel qui a pris une place importante, puis on a vu l'impact sur la possibilité que ça offrait à ce niveau-là. Et enfin, on en a parlé un petit peu, l'interprofessionnalité. Là, on vous donne des grands groupes de ces pratiques-là. Je vous souhaite d'avoir la chance de nous poser des questions à ce niveau-là. Merci. Maintenant, au niveau des résultats en lien avec le deuxième objectif,
En fait, l'objectif 2 visait à analyser la régulation des pratiques des équipes enseignantes. Pour y parvenir, on a filmé une activité d'enseignement en littératie réalisée par une équipe enseignante. On leur a ensuite demandé de faire une démarche d'entretien d'explicitation qui consiste à faire un retour avec l'enseignante pivot à partir d'extraits vidéo de l'activité. Donc, cette démarche permet une mise en mots sur l'action, une posture réflexive et une justification de l'action. Et on sait que les enseignantes sont beaucoup dans le feu de l'action et prennent pas souvent le temps de s'arrêter pour y réfléchir. Donc, chaque équipe a fait cette démarche-là à 4 reprises au cours du projet. Entre autres, les résultats montrent que les équipes enseignantes se préoccupent beaucoup de la prise en compte des caractéristiques individuelles de leurs élèves, ce qui n'est pas surprenant parce que ceux-ci ont des caractéristiques et des besoins très diversifiés, parfois complexes. Ça amène d'importants défis d'enseignement et aussi liés à la différenciation pédagogique. Les résultats en lien avec ce deuxième objectif ne sont pas si faciles à résumer parce que quand on tente trop de les synthétiser, c'est comme si on perd la richesse de l'analyse. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter l'annexe du rapport puisqu'on y a inséré une analyse complète d'un cas. Je vais tout de même tenter d'illustrer cette régulation par un exemple concret, présenté la diapositive suivante. Donc, dans l'exemple, je vous montre une classe du secondaire dont vous voyez la photo à gauche. L'enseignante a récupéré des téléphones intelligents qu'elle utilise dans le cadre d'activités en littératie pour soutenir le développement du langage oral et écrit de ses 9 élèves âgés de 12 à 17 ans qui présentent une déficience intellectuelle de légère à moyenne. Donc, l'enseignante explique que l'utilisation du cellulaire pose un défi supplémentaire pour un de ses élèves qui présente une déficience visuelle en plus de sa déficience intellectuelle. Dans l'extrait du haut, on met en évidence les défis rencontrés pour trouver un moyen permettant à cet élève de bien voir le contenu du téléphone et ainsi pouvoir participer aux activités proposées en classe. Donc, si elle met un paramétrage de plus gros caractère, ça empêche l'élève de bien voir l'ensemble du texte. Donc, dans l'extrait du milieu, on tente de trouver une solution qui pourrait permettre à l'élève de bien réaliser l'activité en classe, notamment en utilisant un iPad plutôt qu'un cellulaire. Mais cette solution est rejetée par l'enseignante puisqu'elle n'est pas fonctionnelle au quotidien. Elle mentionne même, dans la vie, il ne va pas traîner une tablette dans ses poches, il va traîner un cellulaire. On sait que les retombées fonctionnelles et sur le plan de l'autonomie et de la participation sociale, c'est vraiment une visée importante des programmes d'études adaptés en déficience intellectuelle du ministère de l'Éducation. Et on constate bien que l'enseignante a en tête cette préoccupation lorsqu'elle réfléchit aux adaptations à proposer à cet élève. Dans l'extrait du bas, elle poursuit sa réflexion pour tenter de trouver une solution qui aura des retombées positives au quotidien pour l'élève, mais au-delà du contexte de la classe. Donc, elle propose notamment que l'élève puisse peut-être avoir accès à un plus gros cellulaire ou d'exploiter davantage la commande vocale. Pour l'objectif 3 maintenant, je vais vous présenter ce qu'on a documenté en fait comme retombées à la fois sur les pratiques, mais aussi sur les élèves. Au niveau des retombées sur les pratiques, il y en a quelques-unes qui ont été abordées là, dans le premier objectif. On parle d'enrichissement des pratiques en littératie, d'utilisation des livres de littérature jeunesse comme outil d'apprentissage pour et avec les élèves, d'une utilisation accrue et d'une diversification des technologies qui permet entre autres un meilleur accès à l'écrit pour ces élèves-là, un effet structurant du partenariat recherche-pratique, ainsi que le développement de pratiques collaboratives. Donc, je vais reprendre ce dernier point de développement des pratiques collaboratives pour vous donner un exemple à la diapositive. Donc, nous avons interrogé les accompagnatrices lors du bilan final de la communauté de pratique. Elles ont noté, entre autres, des retombées sur le développement des pratiques collaboratives chez les participants. Donc, elles nous ont dit qu'elles appréciaient particulièrement travailler avec les participants de la communauté de pratique puisqu'elles observaient chez elles des demandes d'accompagnement plus précises, un bel engagement pour échanger sur les pratiques et partager le matériel, ainsi qu'un meilleur arrimage entre le travail des équipes enseignantes et leur travail de professionnels. Et ce qu'elle mentionne, en fait, c'est que tous ces éléments-là favorisaient une plus grande efficacité dans leur travail.
Nous avons aussi documenté des retombées perçues. Ces données-là ont été retirées d'éléments perçus à la fois par les équipes enseignantes, mais aussi par les accompagnatrices. Donc, il y en a plusieurs, notamment l'augmentation des acquis en littératie qui peut se manifester de façon très différente d'une classe à l'autre. On note plus d'interaction entre élèves et avec les intervenants, un sentiment de fierté des élèves qui montre les apprentissages réalisés, une augmentation de l'autonomie pour réaliser les tâches et on peut dire que la stratégie d'intégrer des routines en littératie a beaucoup favorisé ce développement de l'autonomie des élèves. Un intérêt plus marqué et une attention plus soutenue pour les activités en littératie, pour les livres aussi, et un impact positif sur le comportement. À l'exemple, dans le fond, je vais vous présenter aussi un exemple. Puis, l'exemple que je vais vous présenter, il est intéressant parce qu'il va mettre en évidence à la fois plusieurs de ces retombées sur les élèves. Donc, je vous présente ici un cas où les élèves sont passés de la lecture en cubicule à la lecture en groupe. Il s'agit d'une classe d'élèves autistes qui ont en majorité 6 à 7 ans. 2 éducatrices sont en soutien à l'enseignant. Donc, sur la photo, on voit 4 élèves, mais normalement, ils sont 7. Au départ, donc, l'équipe enseignante avait tenté des lectures interactives en groupe, mais ça n'avait pas fonctionné. Entre autres, il y a des élèves qui criaient, certains se mettaient à pleurer, d'autres mangeaient les livres, certains ne supportaient pas la présence des autres élèves autour d'eux. Donc, ils ont fini par opter pour la lecture en cubicule. Donc, il était alors possible de regarder, les élèves étaient quand même en mesure à ce moment-là de regarder des livres de 30 secondes à 1 minute maximum par livre avant de prendre un autre livre. Donc, l'activité en tout pouvait durer de 2 à 3 minutes au maximum. L'enseignante, par la suite, a décidé de reprendre les lectures en groupe et le processus, on peut dire qu'il s'est fait quand même sur plusieurs semaines. Juste d'apprendre à tolérer les autres, c'était déjà beaucoup pour certains élèves. Donc, elles ont essayé différents aménagements physiques de la classe pour trouver la meilleure formule que vous voyez d'ailleurs ici sur la photo. Donc, il a fallu gérer des crises au début, car c'était difficile pour les élèves d'attendre leur tour pour manipuler le matériel ou avoir accès aux livres. Donc, elles ont expérimenté et retenu plusieurs dispositifs de soutien. Donc, je ne peux pas tous les énumérer, mais par exemple, elles ont intégré des petits objets sensoriels pendant la lecture, des pictogrammes que les éducatrices en soutien pouvaient utiliser, un marqueur de temps que vous voyez sur la photo aussi. Donc, avec le temps, elles sont arrivées à pouvoir réaliser des lectures interactives de 10, 12 et même 15 minutes où on voit des élèves avoir hâte à la lecture, avoir de l'intérêt et porter une attention soutenue. Par la suite, elles ont ajouté une séquence tout de suite après la lecture où l'élève doit demander ce qu'il veut faire comme prochaine activité. Donc, c'est une activité libre. Ils peuvent choisir des jeux. Donc, les élèves demandaient tous à faire des casse-têtes. Ils étaient un petit peu fatigués de leur lecture en groupe. Mais à la fin, la majorité d'entre eux demandaient de revoir le même livre ou choisissaient des livres, d'autres livres là, présents dans la classe. Donc ça a permis d'offrir un autre moment d'interaction supplémentaire d'une dizaine de minutes avec le personnel pour poser des questions, intégrer la roue des émotions, etc. Ce qui est particulièrement positif, c'était que ce sont les élèves eux-mêmes qui, à ce moment-là, demandaient les histoires et les livres. Donc, l'exemple, en fait, illustre des retombées à plusieurs niveaux, dont les acquis en littératie, parce que c'est vraiment un contexte qui favorise beaucoup le développement de la communication chez ces élèves et le développement du vocabulaire, mais aussi des retombées sur l'attention, sur l'autonomie, sur les interactions et sur le comportement. Donc, l'équipe enseignante nous dit que ce sont de beaux moments et qu'au début, elles avaient même la difficulté à croire qu'elles pourraient arriver à de tels résultats. Il faut préciser aussi ici qu'on n'est pas en train de dire que la lecture en cubicule n'est pas une bonne stratégie avec ses élèves. Au contraire. Mais ici, on amène les élèves à varier les contextes et surtout à pouvoir vivre des apprentissages en interaction, ce qui est très important avec ces élèves. C'est un exemple de retombée, mais sachez que plusieurs exemples auraient pu être tirés de toutes les équipes enseignantes, chacune avec leur réalité distincte de classe et avec leur couleur.
Maintenant, voici la partie sur la contribution à l'avancement des connaissances. Je vais donner la parole à ma collègue Ruth qui va également vous présenter les pistes de solutions et d'action. Merci, Karine. Alors, d'abord, souligner qu'il y a très peu de recherches qui portent sur la littératie spécifique à la déficience intellectuelle moyenne, sévère et profonde, et que notre recherche, c'est une première recherche québécoise sur le sujet, notamment par l'entremise d'une recherche-action étalée sur plusieurs années, comme ça a été mentionné. Cette recherche a permis de démontrer qu'enseigner la littératie est possible auprès de tous les élèves, qu'on doit mettre en place une grande diversité de pratiques et le constat qui s'en dégage, c'est qu'à petits pas, les élèves dépassent les attentes. Cette recherche a permis de démontrer de proposer des connaissances à transposer dans d'autres contextes pour notamment inspirer des milieux de pratique et des formateurs. Et un élément clé aussi de cette recherche, c'est de proposer de nouvelles données sur l'interprofessionnalité, notamment par l'entremise de notre modèle de collaboration interdisciplinaire déjà présenté par Karine en début de cette présentation. Ça m'amène à présenter les pistes de solutions au nombre de 3. La première étant de changer les perceptions des milieux écoles au regard du potentiel d'apprentissage des élèves ayant une déficience intellectuelle, notamment en bonifiant la formation initiale et continue, en offrant un accompagnement interprofessionnel en communauté de pratique comme nous l'avons fait dans ce projet de recherche, et lorsque nécessaire, en offrant un accompagnement individualisé aux équipes enseignantes, tout ça dans une visée de répondre aux besoins complexes de ces élèves ayant une déficience intellectuelle. La deuxième piste, c'est de créer un environnement pédagogique favorable à la littératie. Comme ça a déjà été mentionné, il faut bonifier les pratiques pédagogiques en actualisant notamment une pédagogie du livre jeunesse, offrir du matériel de qualité et diversifié, voire à optimiser les collections en bibliothèque et lorsque nécessaire, et c'est souvent nécessaire, pouvoir créer et adapter le matériel encore pour répondre à la complexité des besoins de ces élèves. La troisième piste de solution est de formaliser la collaboration en mettant en place des communautés de pratique, ce qui nécessite d'impliquer tous les acteurs entourant l'élève et en déployant plusieurs dispositifs à même cette communauté de pratique, dont le modèle de collaboration interdisciplinaire. J'attire votre attention sur le fait que dans ce modèle interdisciplinaire, notre enseignante pivot, qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui, donc vous allez pouvoir lui poser des questions, a été une ressource particulièrement appréciée des équipes enseignantes. Puis je termine en mentionnant que tout ça doit évidemment s'inscrire dans une responsabilité partagée. D'abord, ça implique le ministère de l'Éducation, les centres de services scolaires et les écoles qui, comme dans le cas de l'école L'Envol, ont souhaité un changement de pratique. Ça peut se faire que de manière volontaire et même au sein d'une école, que c'est essentiel que ce soit que les équipes enseignantes qui sont prêtes à s'engager dans ce changement de pratique. Ça nécessite beaucoup de ressources, des ressources humaines, financières, matérielles et temporelles. Je le mentionne, le temps est un élément clé pour pouvoir assurer la pérennisation des changements de pratique. Pour la dernière partie, nous allons aborder les limites et les pistes de recherche futures. Donc, il y a des limites qui sont associées au protocole de recherche-action que nous avons utilisé. C'est un protocole qui vise à produire de nouvelles connaissances d'expérience, mais pas à généraliser les résultats. Il n'est pas non plus possible de confirmer un lien direct entre les apprentissages, entre les pratiques pédagogiques et les retombées sur les apprentissages des élèves, de préciser quelles pratiques pédagogiques contribuent à optimiser les apprentissages, ni d'isoler les apports respectifs des dispositifs de collaboration qu'on a mobilisés.
Il faut aussi garder en tête les biais possibles liés à la désirabilité sociale. On sait que les études qualitatives sont très sensibles à ce type de biais. Donc, des participants pourraient avoir tendance à donner des réponses socialement plus acceptables que leur véritable opinion ou comportement. Il faut toujours garder cette possibilité en tête dans ce type de recherche. Pour les pistes de recherche futures, en fait, plusieurs pistes de recherche ont été proposées. En voici quelques exemples. J'aimerais peut-être insister sur la première, qui est de décrire les particularités de l'enseignement de la littératie quand la déficience intellectuelle est associée à l'autisme. Je sais que c'est une préoccupation de nos participants du milieu de pratique, puisque l'école accueille beaucoup d'élèves qui ont aussi un diagnostic d'autisme. Donc, les intervenants nous disent que ces élèves n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Et quand on consulte la littérature scientifique, on le fait pour essayer de les orienter, parce que c'était même le thème d'une des communautés de pratique. On retrouve très, très peu d'informations pour pouvoir les orienter concernant ce double diagnostic de déficience intellectuelle et d'autisme. En fait, la majorité des recherches en autisme excluent dans leur échantillon, malheureusement, les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et je lisais justement un article là, de 2019 où on mentionnait que dans les recherches en autisme, 14% de ces recherches-là excluaient la déficience intellectuelle. Donc, ça nous amène un manque, en fait, et un besoin de recherche est nécessaire sur cette thématique-là. En milieu de la pratique, École de l'Envol, Centre de services scolaires des premières seigneuries, nos participantes, enseignantes, techniciennes en éducation spécialisée, notre enseignante pivot, les professionnels qui les ont accompagnés, la direction. Sachez qu'on est très reconnaissant comme chercheurs d'avoir pu trouver un milieu aussi engagé et cela malgré les obstacles qu'on a rencontrés au fil des années. Un grand merci aux organismes subventionnaires. Leur contribution est également essentielle pour pouvoir réaliser ce type de projet. Et enfin, voilà, c'est un projet qui se réalise en équipe. Beaucoup de personnes sont impliquées. Je ne peux pas prendre le temps de tous les nommer. Ils sont ici. Voilà, je les remercie sincèrement. Donc, ça va nous faire plaisir maintenant de répondre à vos questions, de recevoir vos commentaires et mes coordonnées sont là si vous voulez nous contacter par la suite. Voilà. Je dis quelques mots, mais le vrai mot de la conclusion ira à Caroline Bégin. Je veux simplement prendre le temps de remercier nos équipes qui ont présenté aujourd'hui. C'était deux présentations vraiment inspirantes, je pense, qui nous donnent aussi des outils qui nous permettent de penser à comment changer parfois des milieux de pratique, des pratiques. Donc, merci beaucoup pour toute cette nourriture pour réfléchir. Je remercie aussi le ministère de l'Éducation du Québec pour nous avoir fait confiance dans la gestion du programme, pour avoir permis aussi de financer ces recherches très importantes. Je remercie également les participantes pour vos questions. Vraiment, ça enrichit tout ce qu'on a entendu juste avant, d'aller plus loin, de voir qu'est-ce qui vous intéresse aussi dans les projets que vous avez entendus. Puis je précise que vous allez retrouver la rediffusion de l'activité d'aujourd'hui en ligne sur la page YouTube, en fait, du fonds et sur la page également du projet de recherche de chaque équipe. Et puis, on va vous envoyer un petit sondage de satisfaction. C'est important pour nous de voir votre appréciation, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui pourrait aider les équipes même. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à remplir ce petit sondage, là. Ça prend 5 minutes, pas plus. Donc, je cède la parole à Caroline pour le mot de la fin. Oui, mon mot de la fin, il sera court. Je veux vraiment remercier Audrey et Karine du Fonds de recherche du Québec pour l'organisation et l'animation de l'activité. C'est toujours un riche moment. Je veux vous remercier, Madame Tremblay et Madame Parent, pour votre générosité à avoir partagé avec nous les résultats de vos projets de recherche. Ce que j'ai retenu, moi, aujourd'hui, c'est que le modèle d'enseignement intensif de l'anglais permet d'enrichir le répertoire linguistique des élèves sans nuire à leur développement en français, langue d'enseignement, et ce, même pour les élèves en difficulté.
Ce que j'ai retenu aussi, c'est que la collaboration entre les différents professionnels œuvrant auprès des élèves ayant une DI est incontournable pour favoriser la mise en place de pratiques inclusives de qualité, des pratiques en littératie avec ces élèves. Ça existe et elles peuvent être diversifiées. Merci à vous, participants, qui êtes branchés en web diffusion. On était ce matin plus de 80, mais il y a eu quand même 220 inscriptions, ce qui témoigne d'un réel intérêt pour la recherche en littératie. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine activité de transfert du PREL, du programme de recherche, qui aura lieu le 10 février prochain, en après-midi. Cette activité portera maintenant sur l'éducation préscolaire avec Mme Myrthe Biésaillon et Mme Marinova. Donc, Audrey vous mettra le lien pour vous inscrire à cette activité-là. Et si vous êtes vous voulez être informé de l'apparition d'outils que nous concevons au ministère ou des prochaines activités de transfert, je vous invite aussi à vous inscrire à notre infolettre Infotransfert. Audrey aussi vous mettra le lien. Donc, c'est tout. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous